j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour une grosse vidéo. Je l'ai pas encore montée mais comme j'ai déjà fait ce genre de vidéo là il y a 6 mois, je sais qu'elle va être quand même assez conséquente. Je vous retrouve donc pour vous parler de mes lectures que j'ai eues durant les 6 derniers mois, c'est-à-dire du mois de juin je crois ou juillet je sais plus, jusqu'au mois de décembre. Donc au niveau des catégories que j'ai fait, c'est pas les mêmes catégories que la dernière fois. Cette fois-ci j'ai des mangas, j'ai fait une catégorie spécifique pour les contes interdits puisque j'en ai lu 4 donc du coup je me suis dit une catégorie ça sera bien. Les romans pocket et les romans classiques. Ce que je vais avoir le plus c'est les mangas évidemment puisque les séries sont assez grandes en général et les romans pocket aussi j'en ai vraiment pas mal puisque j'en ai lu beaucoup. Donc bah écoutez je vais pas tarder plus que ça pour commencer la vidéo. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec les mangas du coup, j'ai 3 piles devant moi donc j'en ai vraiment beaucoup à vous présenter. Donc en fonction des lectures que j'ai fait en fait, comme ça fait plus de 6 mois pour certains, il y en a où je me rappelle plus trop mais je pense que en général je vois à peu près ce que j'en ai pensé. Certains m'ont marqué en bien, d'autres m'ont marqué en très mal, vous allez voir. Donc je vais commencer avec Beast Complex. J'ai lu le premier volume qui est paru il y a pas hyper longtemps et en fait c'est une sorte de spin-off de Beastars. Il me semble même que Beast Complex a été écrit avant Beastars mais paru après. Ce sont en fait des histoires courtes sur des personnages de Beastars qui soient connus ou pas. Vous avez très souvent en fait des duos d'animaux improbables. Je pense notamment il y avait une chauve-souris avec un kangourou je crois, enfin c'est plein de petites histoires comme ça. Et pour le coup j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit des petites histoires sur des personnages qu'on n'a pas forcément beaucoup vus dans Beastars. D'ailleurs comme je vous ai dit Beast Complex a été écrit avant et on peut retrouver sur une des pages Legoshi qui est le personnage principal de Beastars. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y a un tome 2 qui est sorti, il va y avoir des tomes 3, 4 etc. Je pense que je les prendrai, là pour l'instant c'est pas dans mes priorités, mais j'ai vraiment beaucoup aimé Beast Complex et pour le coup si jamais vous aimez bien l'univers de Beastars, je vous le recommande. J'ai lu The Promised Neverland au fil des souvenirs, donc en fait c'est de la filiale The Promised Neverland mais ça se passe quelques années après la fin. J'ai pas trop accroché tout simplement parce qu'en fait c'est un roman, c'est pas du tout un manga donc il est écrit entièrement. C'est un truc qui se fait beaucoup ces derniers temps j'ai remarqué et moi quand je l'ai acheté je pensais que c'était un manga classique donc c'est beaucoup plus long à lire qu'un manga. En général j'aime bien me poser après de grosses lectures pour lire des mangas, vous savez je vous l'ai déjà dit plein de fois et là pour le coup quand j'ai commencé à lire je me suis dit mon dieu mais je vais passer une éternité à le lire et ça a été le cas. J'aime beaucoup l'histoire de The Promised Neverland, vous le savez, je vous en ai parlé dans mon dernier bilan lecture. J'ai été relativement déçue de la tournure qu'a pris le manga aux alentours du tome 12 il me semble, que j'ai galéré à lire jusqu'au tome 16, je crois que c'est quelque chose comme ça, et après j'ai bien aimé ce qui se passait, mais c'est vrai que du coup j'aimais bien les personnages et ça m'a pas spécialement redonné envie, alors que normalement quand vous avez des tomes spécifiques ça vous redonne envie de vous replonger dans le manga etc. Ça a pas été le cas donc j'ai été assez déçue de cette lecture-ci, mais je l'ai quand même lu parce que vous savez que The Promised Neverland j'ai toute la collection ou presque donc pour moi c'était presque logique de le lire, mais j'ai pas spécialement apprécié et celui-ci je vous le recommanderais pas spécialement, sauf si vraiment vous avez surkiffé The Promised Neverland sur toute la série complète et que vous voulez compléter un peu votre lecture avec du coup quelques années plus tard, mais ça m'a pas spécialement plu. Une suite du premier tome que je vous ai présenté dans la première vidéo c'est Coq de Baston, donc le tome 2 et le tome 3. J'attends le tome 4 qui va être livré pendant que je suis en train de filmer cette vidéo, j'en suis sûre, vous verrez. Donc le tome 2 et le tome 3. Pour vous faire un rapide résumé, c'est en fait un monde dans lequel vous avez des monstres gigantesques qui s'attaquent dans les villes aux habitants et en fait personne ne peut les combattre à part un coq qui a un tempérament hyper impulsif et hyper drôle. C'est vraiment un manga à prendre avec beaucoup d'humour en fait, c'est vraiment pas un truc sérieux mais c'est trop drôle et en plus de ça je trouve que le design du manga en fait est hyper beau, enfin les dessins ils sont incroyables et la touche d'humour est hyper agréable, c'est vraiment décalé, j'aime beaucoup. Là forcément le tome 2, le tome 3 j'ai adoré, j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1 et je vais beaucoup aimer le tome 4, je le sais d'avance. On a ensuite Chat de Yakuza que j'ai commencé avec le tome 1, j'ai également acheté le tome 2 qui est actuellement sur ma table de chevet. On suit l'histoire d'un ancien Yakuza qui ouvre tout simplement un bar à chats et vous avez le personnage principal, c'est le petit chat qui est juste ici, je me rappelle plus des noms parce qu'il y a genre vraiment beaucoup trop de livres, mais c'est pareil hyper drôle et hyper mignon à la fois. Il y a vraiment ce côté ancien Yakuza très brutal qui est adouci par le petit chaton très mignon. Là c'est des petits trucs assez mignons à lire, c'est pas non plus des grandes lectures où vraiment vous allez découvrir des trucs de fou et tout, c'est plus un truc mignon qui fait passer. Après un conte interdit ça passe très bien, j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 je l'ai pas encore lu mais j'aime bien les personnages, ils me font beaucoup rire. Vous savez que j'ai un amour particulier pour les chats et en général quand il y a des chats sur une couverture ou dans une histoire j'achète et j'ai pas été déçue, j'ai beaucoup aimé et je pense que je prendrai la suite également. Full Night
tome 1. C'est assez particulier. Au tout départ, quand j'ai acheté Full Night, faut savoir que j'ai commandé différents mangas à une personne et Full Night me semblait être vraiment pas mal. On parle ici en fait d'un monde dans lequel un nuage s'est abattu sur la planète et en fait l'oxygène se raréfie. Et pour contrebalancer ça, on demande à des humains contre une somme d'argent de se transformer en plantes pour produire de l'oxygène et pour pouvoir faire vivre toutes les personnes sur la planète finalement. L'histoire moi me semblait très très bien. J'ai eu du mal à rentrer parce que j'ai trouvé que c'était très très mou, très très lasse et je me suis vraiment lassée de la lecture. Tant les mangas comme je vous dis c'est des trucs qui sont assez rapides à lire. En règle générale il me faut 1 heure et demie pour en lire un en entier. Sauf si vraiment c'est des trucs beaucoup plus courts. Mais j'ai pas spécialement hyper kiffé. C'est une lecture que je voulais faire parce que l'histoire m'intéressait mais je me rends compte que je pense pas pouvoir aller plus loin que le tome 1. J'ai pas accroché finalement au personnage ni à ce qui se déroule dans l'histoire malgré le fait que pour le coup le descriptif me donnait vraiment envie. J'ai pas accroché donc pour le coup moi ça... non. Je rachèterai pas les prochains tomes malheureusement. Après je trouve que le concept est intéressant mais il a pas été assez approfondi et surtout ça m'a pas marqué. Il y a eu aucun élément à l'intérieur du manga qui m'a fait dire j'ai grave envie de savoir la suite. Donc pour moi ça a été un flop. Enfin, un flop. En tout cas j'ai pas surkiffé quoi. Je crois que je lui ai mis 3 étoiles sur Instagram. Il y a un manga que j'ai lu, je le laisse en dernier parce que je sais vraiment pas comment je vais me dépatouiller pour vous expliquer ça sans être censurée sur YouTube. Le premier tome d'Animal Crossing, qui s'attendait à ce que ça sorte en manga? Personne, littéralement, même moi j'étais choquée. Donc en fait c'est le journal de l'île Animal Crossing qui est sorti au mois de septembre si je me trompe pas. Voilà, il y a eu le tome 2 qui est sorti au mois de décembre il me semble en tout cas. C'est très drôle et très mignon mais c'est vraiment une lecture très enfantine. Je m'attendais peut-être à un peu plus de maturité, après ça reste Animal Crossing, c'est un jeu pour enfants donc c'est aussi normal que ça soit pas plus mature que ça. Mais pour le coup pour un lecteur qui a 25 ans quand même si j'aime bien Animal Crossing, j'ai pas spécialement été happée de ouf par l'histoire. En fait c'est une sorte de livre qui regroupe plein de mini-histoires. Par contre un truc qui m'a beaucoup fait plaisir c'est le fait de retrouver des personnages comme Tom Nook ou par exemple Thibaut qui sont vraiment animés pour le coup et qui au lieu de vous donner des requêtes de merde ont vraiment un rôle dans le manga et c'est hyper cool. Je pense qu'il est plus destiné aux gens qui sont vraiment très fans mais ça reste quand même un manga qui est agréable à lire, qui est rapide à lire et qui en plus a des touches d'humour que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que sur la lecture on reste sur quelque chose de très simplé et quelque chose de très enfantin. Donc si jamais vous êtes un petit peu trop âgé ou pas suffisamment fan d'Animal Crossing, je pense que c'est pas le genre de lecture qui va spécialement vous attirer. Après c'est prévu que je prenne le tome 2 parce que j'ai quand même trouvé ça très drôle. Il y a d'ailleurs des stickers dans le premier tome. J'ai trouvé ça hyper cool. Mais ouais pour le coup je pense qu'il faut être très fan ou plutôt jeune pour pouvoir apprécier totalement en tout cas parce que j'ai apprécié mais pas totalement on va dire. Mais c'était cool à découvrir et évidemment je prendrai le tome 2 parce que j'ai quand même trouvé ça très drôle. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à autre chose. Le premier tome de Kamichu. Alors pour expliquer l'histoire, mon père avait échangé il y a quelques années des mangas à quelqu'un, je sais plus contre quoi et littéralement on s'en fout, mais il a reçu du coup beaucoup de mangas et étant donné que j'ai eu une phase où j'avais plus de mangas à lire puisque j'avais tout lu, chez moi en tout cas, il m'a donné tout simplement ces mangas à lire et dedans il y a Kamichu, il y a Please Save My Earth, il y a Pompoko, enfin il y a vraiment plein de trucs que je vais lire au fur et à mesure. Kamichu il me semble que c'est un truc en rapport avec une déesse. On nous dit que c'est entre Totoro et le voyage de Chihiro, peut-être, je sais pas. J'ai trop été déçue en fait. Je sais plus quand est-ce qu'il a été édité mais il me semble que c'est un truc qui est quand même pas très récent et ce qui expliquerait pourquoi j'ai grave eu du mal à me mettre dedans. 2010 chez Ki-Hoon donc ça date. Et non, pour le coup j'ai pas du tout accroché, j'ai pas trouvé l'histoire très ouf. De toute façon des mangas que mon père m'a passé, il y en a très peu que j'ai aimé. Et Kamichu fait partie des déceptions que j'ai eues parce que pour le coup j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'histoire et exactement pareil que Full Night, ça m'a pas donné envie de lire la suite donc je lirai pas la suite évidemment. Mais j'avais grave envie de voir ce que ça donnait et pour le coup je suis pas convaincue du tout par ce premier tome donc je prendrai pas la suite. Et on en vient à Please Save My Earth, je vous en ai parlé juste avant, qui est pareil le tome 1. J'ai rien compris, j'ai vraiment rien compris à ce manga, c'est une dinguerie. C'est le premier que j'ai lu en fait de ceux que mon père m'a passé. Vraiment j'ai rien pigé, c'est pareil je pense un truc qui a été édité il y a vraiment longtemps, 2003 pour l'édition française et 99 pour la première édition française qui a été faite. Donc non, j'ai rien compris du tout, il y a une sorte, enfin la personnage principale est très liée en fait à tout ce qui va être la nature et elle veut la préserver mais j'ai rien compris, les personnages j'ai rien compris à ce qui se passait, je sais juste qu'elle a un frère et qu'elle aime beaucoup la nature, qu'elle aime... Il y a des passages hyper
hyper cringe aussi. Il me semble que c'est dans celui-ci aussi où il y a un passage qui m'a beaucoup choqué en rapport avec l'homosexualité. Une réflexion hyper stupide, hyper bête, je sais plus ce que c'est exactement. Je me rappelle que pendant ma lecture ça m'avait choqué. Donc non. Bah après c'est vieillot, hein, 99, 2003, c'est très vieilli, c'est pas ouf. Je lirai pas la suite, mais de toute façon c'était pas... j'ai pas aimé. Ensuite, je crois que c'est... non, j'en ai deux encore, un individuel. À commencer par L'île du temps, que j'avais acheté en même temps que Full Night. J'avais pris L'île du temps, Full Night et un autre, je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était le gag manga de The Promised Neverland. Full Night ça me donnait vraiment trop envie. En fait, il y a un... je crois, il me semble que c'est une télé-réalité qui est tournée sur une île. Toute une équipe de tournage va là-bas, donc les acteurs, etc. Ils tournent et ils commencent à recevoir des vidéos de la part de cette personne, donc du coup qui est masquée, et qui prédit en fait l'avenir, entre guillemets. Apparemment, elle vient du futur et elle prédit la mort de tout l'équipe de tournage, donc forcément eux ils sont pas mal inquiets quand même et ils se rendent compte au fur et à mesure qu'effectivement ce qu'elle a prédit se passe et ils cherchent du coup à savoir qui est cette personne, comment ça se fait qu'elle est au courant de tant de choses, et sur l'histoire ça avait l'air incroyable. Franchement c'est quand même un gros manga puisqu'il y a qu'un seul tome en fait, donc c'est vraiment un condensé de tout. Il est pas mal long à lire et il m'a fallu je crois 3 jours pour le lire il me semble, et en plus de ça le déroulé de l'histoire est pareil assez long. On a des passages qui durent une éternité alors que pour moi on aurait pu les faire sur beaucoup moins de pages. Clairement je pense que si on avait réduit les passages inutiles, le livre ferait que la moitié. Donc ouais, j'ai été un peu déçue. Après, très surprise de la fin et vraiment agréablement surprise de la plupart du livre. Juste des passages un peu longuettes qui m'ont fait m'ennuyer par certains moments. Ce qui est dommage du coup parce que quand même quand vous lisez un aussi gros manga, si vous ennuyez c'est un peu chiant. Mais très bien quand même sur l'histoire et juste un peu trop long. Des passages qui durent un peu trop longtemps mais les dessins sont incroyables et j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est juste que par rapport à ce que moi j'avais comme attente, il a pas suffi. Il est bien, je vous le conseille, mais il a pas suffi par rapport à ce que moi je désirais avoir et les attentes que j'avais par rapport à ce manga. Donc j'ai lu évidemment, je vais vous le montrer parce qu'on va faire dans l'ordre les Duped. Je vous avais présenté les Juge dans l'épisode d'avant. Donc on est toujours pareil sur des gens qui sont enlevés, qui sont séquestrés, qui doivent payer pour leurs crimes, etc. On est vraiment sur le même genre d'histoire que Juge, sauf que Duped en fait c'est l'avant. Après il y a Secret qui est l'après et il y a Dead Company qui est l'après. Mais pour Duped, bah écoutez, c'est un peu la même ligne de conduite que ce qu'on a pu avoir dans Juge, c'est-à-dire quelque chose d'assez survival. J'adore ça, vous le savez. Là où j'ai été quand même assez peut-être déçue, je pense, c'est le fait qu'on est vraiment pour le coup sur la même ligne de conduite que Juge, et c'est-à-dire qu'en fait ça change pas grand-chose. On a les personnages qui changent évidemment, on va pas prendre les mêmes personnages étant donné que c'est l'avant, mais on est sur quasiment la même chose et j'ai été déçue parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des similitudes, mais peut-être pas autant que ce qu'on a eu. J'aime encore et toujours les survival, donc j'ai pas été déçue, juste je m'attendais à quelque chose de différent je pense. Il y a 4 tomes donc voilà, c'est très rapide à lire et j'ai beaucoup aimé, mais juste un peu déçue que voilà, moi je me serais attendue peut-être à autre chose. C'est la seule chose qui m'a manqué en fait, c'est vraiment le fait que ce soit très commun par rapport à ce qu'écrit l'auteur de base. Et du coup j'en viens à Secret où j'ai lu qu'un seul tome. Je vais vraiment me plaindre, mais pourquoi c'est encore pareil? Genre j'ai galéré à lire le tome 1 de Secret, je l'ai relu 3 fois je crois avant de vraiment me mettre dans l'histoire et j'étais comme j'ai déjà lu ça. Ça m'a énervée parce que je me suis tapé 4 tomes de Duped, je me suis tapé 6 tomes de Juge pour que tu reviennes et que tu me refasses la même chose. Est-ce que tu veux que je t'attrape? Ça m'a déçue un petit peu sur ça, donc c'est pour ça que j'ai lu qu'un tome. Il m'en reste 2, j'ai acheté les 2 autres, donc je les lirai évidemment. Je vais pas rester sur ça parce que j'aime bien terminer les séries quand je les ai commencées. Mais on est fatigué. Genre vraiment, on aime les survival, ok? On aime quand les gens meurent, on aime tout ça. Mais changer l'histoire, ok? Je sais pas. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus, ok? C'est genre un milieu de quelque chose. Et on en arrive à la dernière série de manga. Comment je vais me démerder pour vous expliquer ça? Ok, comme c'est vraiment hyper trash, c'est DeadTube. J'ai lu les 5 premiers tomes. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. C'est en gros un réseau social comme YouTube, sauf que quand vous téléchargez des vidéos sur DeadTube, le but c'est de faire le plus de vues possible. Les vues vous rapportent de l'argent, et évidemment comme toute chose qui rapporte de l'argent et qui est en lien avec la popularité entre guillemets, forcément il y a des dérapages. Et DeadTube en fait, ça, au tout départ c'est des vidéos assez classiques. Plus le temps passe, plus les trucs deviennent trash, puisque on sait tous et toutes que sur internet le trash ça marche, et donc du coup les gens commencent un petit peu à faire des vidéos assez particulières
particulière. On a un personnage principal qui est en fait dans le club de cinéma de son école. Il est caméraman pour le club de cinéma de son école et un jour une autre fille de son club qui l'aime bien vient lui demander est-ce qu'il pourrait la filmer sur toute une journée. Donc lui accepte. Au départ il la suit, c'est assez classique jusqu'au moment où elle lui demande de venir la suivre dans les toilettes et de la filmer en train de pisser. Et lui il est un peu en mode genre c'est vraiment bizarre mais je vais le faire parce que je suis un bon caméraman. Et c'était un petit peu une manière de le tester. Après elle lui demande de le filmer dans un bain, etc. Enfin bref, c'est assez spécifique. Et cette fille va également lui demander de la filmer pendant qu'elle couche avec son copain et qu'elle le tue. Vous comprenez un peu où on en vient. C'est un manga qui est très trash, mais genre vraiment c'est une dinguerie. J'ai jamais lu de trucs aussi trash. Je vais vous parler tout à l'heure des contes interdits qui sont vraiment des trucs qui sont vraiment très trash également. Le fait de l'avoir en manga c'est hyper bizarre et dérangeant parce qu'on le voit en fait et c'est vraiment pas décrit juste et genre on laisse votre imaginaire faire, c'est genre on vous donne directement, on vous sert le truc hyper trash et vous êtes comme ok, je savais pas que c'était légal de faire ça, je savais pas que c'était légal de publier des trucs comme ça les amis, genre vraiment. Et je pense que c'est ça qui fait que j'aime beaucoup. Vous savez que des lectures classiques j'en ai fait tellement, je n'en peux plus. Genre des histoires d'amour où lui arrive, il la percute dans la rue, elle tombe amoureuse de lui, ils s'aiment. Genre vraiment j'en peux plus de ça. Donc je pense que je suis arrivée à un stade où genre je cherche des trucs qui sont pas normaux dans la lecture et des trucs qui me sortent de ma zone de confort. Et des tubes c'est genre vraiment ça. Quand j'ai lu le premier tome, moi j'ai acheté les 3 premiers tomes en fait ensemble. J'ai demandé conseil à la vendeuse en lui disant écoute genre vraiment ça m'intéresse mais je sais pas trop. Elle m'a dit tu verras, juste tu verras. Moi j'étais comme je verrai. Et j'ai vu, genre j'étais là en train de lire, j'étais en train de lire le petit truc là et tout, je commence à voir des gens tout nus en train de copuler, j'étais comme qu'est-ce qui se passe là? Ça m'a choqué au début puis ça me choquait plus après par la suite parce qu'il y a au moins une personne en train de ken dans chaque tome. Il y a une personne qui se fait décapiter par tome, donc littéralement à force vous êtes plus trop choqués, ok? C'est ça qui me plaît, genre c'est bizarre, je prends du plaisir à vraiment lire des trucs très décalés et genre des tubes, j'ai lu 5 tomes, j'ai le tome 6 que j'ai lu aussi, mais je l'ai lu en janvier donc je peux pas vous le présenter. Et je suis en train de chercher et je peine à trouver le tome 7 parce que les gens vendent soit l'intégrale, soit ils vendent vraiment des tomes individuels, mais le 7 n'y est pas. Donc c'est compliqué à trouver. Mais quoi qu'il en soit, genre vraiment j'ai été hyper surprise positivement par des tubes, mais évidemment pas à mettre dans les mains de tout le monde. C'est quelque chose de très trash et vraiment hyper graphique. Trigger warning de tout, hein, de viol, de séquestration, de décapitation, de plein de choses. Et ouais, ça sort de la zone de confort. Je crois d'ailleurs qu'il me semble que c'est soit l'auteur, soit le dessinateur, qui est un dessinateur de hentai de base. Donc les dessins ne me surprennent pas. Ça me fait bizarre de dire que j'ai aimé ça. Mais j'ai vraiment aimé. Et du coup, je pense que je lirai la suite, mais c'est vraiment bizarre d'avoir ça chez moi comme. Donc je vous conseille des tubes si jamais vous êtes suffisamment fort pour pouvoir supporter ça. On va passer aux contes interdits. J'en ai lu 4. Si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai une obsession pour les contes interdits depuis quelques mois. J'en ai acheté beaucoup, genre comme j'ai acheté une bibliothèque il y a pas très longtemps, vous le savez, je vous l'ai montré, et j'ai déjà un étage rempli de contes interdits. Il y en a 31 qui sont sortis et j'en ai une vingtaine je pense. Il me semble qu'il m'en manque très peu, il doit m'en manquer peut-être 7. Marine m'en a acheté aussi, que j'aurai à la fin de l'année, mais il m'en manque vraiment très peu. Et donc du coup je vais revenir sur les 4 que j'ai lus. Vous avez une vidéo complète qui est sortie au sujet des 3 petits cochons et de Cendrillon que je vous mets juste ici. Et vous aurez une vidéo complète qui sortira sur le livre de la jungle et Peter Pan d'ici quelques mois. J'ai fait en fait des formats de vidéos sur les contes interdits qui font que je vous présente 2 contes interdits en même temps et je vous dis ce que j'ai aimé, pas aimé. En même temps ça vous présente également les auteurs un petit peu et je trouve que le concept est hyper cool et franchement je sais pas qui a eu cette idée mais c'est du génie. C'est moi qui ai eu cette idée, c'est normal. Du coup, je vais revenir rapidement sur du coup les 3 petits cochons et Cendrillon. Pareil, je vais aller assez vite sur le livre de la jungle et Peter Pan puisque je ferai une vidéo dédiée uniquement sur ça. On va commencer par les 3 petits cochons qui est le premier que j'ai lu de Christian Boivin. Pour faire très rapide pour les gens qui connaissent pas les contes interdits puisque je pense que c'est quand même important de le dire, c'est un collectif d'auteurs qui réécrit plutôt des contes qui existent, donc les 3 petits cochons, Cendrillon, Boucle d'or, etc. Version adultes, ok, c'est tous des livres qui sont plus 18. Ne donnez pas ça à un enfant si vous voulez qu'il soit normal. Si vous voulez que votre enfant soit un peu psychopathe, vous pouvez. Si vous voulez que votre enfant soit normal et que ça ne devienne pas un tueur ou qu'il soit pas perturbé et faire des cauchemars, tout ça, ne lui donnez pas ça. Achetez-lui genre le vrai Boucle d'or, le vrai Peter Pan, c'est des histoires qui sont très bien pour les enfants. Ça, c'est pour les adultes. Les 3 petits cochons ont su l'histoire de Wolf, qui est du coup un ancien mafieux, ou en tout cas qui trempe dans des trucs hyper louches, qui est appelé du jour au lendemain pour identifier le corps de sa sœur, qu'il n'a pas vu depuis des années mais avec qui il a repris contact depuis peu. Et il se rend compte en fait qu'elle était vraiment dans des bails hyper bizarres et que la pauvre probablement a été assassinée. Et donc du coup il se lance sur la trace des
3 petits cochons. Il y a un nécrophile, il y a un cannibale et il y a un je sais plus trop quoi. Il y a beaucoup de trigger warning que je vous ai mis dans la vidéo spécifique sur les 3 petits cochons. On a du viol, nécrophilie, cannibalisme, tout ça. Il était trop bien. C'est mon premier conte interdit, donc attention, je l'ai pris aux éditions Contredire, qui est la maison d'édition française, mais je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo. Les maisons d'édition françaises sont plus simples à lire. Les 3 petits cochons, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé que l'histoire était hyper bien. Il y a une morale à la fin de l'histoire qui est hyper intéressante. Et comme je vous ai dit dans la vidéo qui concerne les 3 petits cochons, allez jusqu'au bout de la lecture. Ne vous laissez pas influencer par des petits trucs qui se passent dans le livre. Allez jusqu'à la fin, vous comprendrez beaucoup plus de choses que si vous arrêtez en plein milieu. Pour Cendrillon de Simon Johnson, c'est pareil, édition Contredire, je l'avais acheté chez Cultura, c'est le seul que j'ai acheté chez Cultura parce que mon dieu, c'est cher les contes interdits chez Cultura. Prenez-les sur Rakuten, sur Momox, sur Vinted, prenez-les où vous pouvez mais pas chez Cultura, c'est trop cher. Cendrillon, on suit l'histoire de Sandrine qui vit chez sa belle-mère. Son père, il a un métier qui fait qu'il bouge beaucoup et sa belle-mère en fait à son sous-sol, c'est un salon funéraire en fait et Sandrine vit là malheureusement. Elle a 2 belles sœurs qui sont horribles, sa belle-mère est horrible. Je dis belle-sœur à chaque fois mais c'est demi-sœur, tout le temps je me trompe. Ils sont horribles avec elle et en fait elle commet un meurtre qui fait que nous on la retrouve en prison. Et au fur et à mesure on a des chapitres qui sont séquencés où des fois c'est Sandrine qui parle au présent et des fois c'est Sandrine au passé pour pouvoir en fait suivre l'histoire. C'est également séquencé dans les 3 petits cochons. Celui-ci je l'ai moins aimé parce que la personnage principale j'ai mis longtemps avant d'avoir de l'empathie pour elle alors que Wolf j'en ai eu immédiatement. C'est assez bizarre d'avoir de l'empathie pour des personnages de contes interdits mais quand vous lirez vous comprendrez. Sandrine j'ai mis longtemps avant d'avoir de l'empathie pour elle parce que je la trouvais pas spécialement attachante. C'est quelqu'un qui est vraiment hyper sombre, qui a pas spécialement de choses dont on peut avoir comme feeling ou quoi. Genre j'ai mis longtemps mais c'est vrai qu'à la fin de l'histoire j'ai eu... Enfin à partir du chapitre 9 je vous avais dit j'ai eu de l'empathie pour elle. Voilà donc bon il faut pareil faire la lecture en entier mais c'est vraiment pas mon préféré comme je crois que c'est le dernier de ceux que j'ai aimé parce que j'ai pas trouvé qu'il était fou. Mais c'est pareil les contes interdits, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bons. Comme c'est un collectif d'auteurs, vous avez différents auteurs, vous allez peut-être aimer plus la plume de l'un que de l'autre. Peut-être que vous allez aimer plus une histoire que l'autre sur un même auteur, ça va dépendre. Et pour le coup moi celui-là j'ai pas été hyper fan, je lui ai mis 3 étoiles je crois sur 5 donc c'est vraiment comme j'ai aimé mais sans plus quoi. On passe au livre de la jungle de Maud Royer. Alors c'est mon premier aux éditions Ada, premier que j'ai voulu lire et je vous redis, prenez les éditions Contredire. L'histoire du livre de la jungle, donc on est sur un des personnages en tout cas, est un fortuné qui est en fait un exhibitionniste. Donc forcément quand vous êtes petite thune, bah vous pouvez facilement en fait assouvir vos pulsions etc. Donc forcément il fait des grosses soirées où il invite plein de gens, où ça ken de tous côtés etc. Celui-ci est beaucoup porté sur le sexe donc si jamais il est moins trash parce qu'il est plus porté sur la sexualité, il reste trash dans la sexualité en fait. Il est moins, il est plus graphique sexuellement parlant mais il est moins graphique avec plein de sang partout etc. Et en fait il a décidé de prendre sous son aile un mec qui a rien demandé le pauvre et qui malheureusement subit un petit peu tout ça parce que bah lui ça lui intéresse pas spécialement, en tout cas au départ on a l'impression que ça l'intéresse pas. Et bah on avance comme ça sur cette histoire là du fortuné qui, on essaie de savoir un petit peu qui est le jeune qui l'a pris sous son aile, quelle est son histoire à lui etc. Puis après tout à la fin se relie. L'histoire en soi est hyper intéressante si on enlève les passages où Saiken ça tient la moitié du livre. L'histoire est très cool, j'ai beaucoup apprécié mais c'est vrai que pour le coup les lectures Ada sont tellement plus compliquées. Beaucoup de tabernacle, beaucoup d'hostie, beaucoup de mots en fait, de dialectes qu'on n'utilise pas par chez nous et qui du coup font que votre cerveau a du mal à faire les phrases, à les transposer en français, c'est assez compliqué. Je sais pas si le livre de la jungle existe aux éditions Contredire, et si c'est le cas prenez plutôt les éditions Contredire, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas maintenant, parce que l'histoire était trop bien mais c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dedans à cause du langage évidemment, qui est pas mon langage habituel, mais l'histoire était vraiment hyper bien, hyper intéressante et je m'étendrai un petit peu plus sur l'histoire dans la vidéo dédiée à ça. Et le dernier que j'ai terminé quelques jours avant la fin de 2022, c'est Peter Pan que j'ai aux éditions Contredire qui est de Simon Rousseau. Si je me trompe pas, Simon Rousseau est à la tête du collectif des contes interdits puisque c'est lui qui a eu l'idée. À voir, il me semble que c'est ça. Et Peter Pan est du coup dans les premiers à être sortis avec le Chaperon Rouge, Blanche-Neige et les 3 petits cochons. J'ai grave aimé. Faut savoir que Peter Pan est un des préférés, je crois qu'il est sur le podium, il me semble c'est 3e ou 4e en tout cas. Le premier étant Blanche-Neige que je n'ai pas lu, mais c'est vrai que les gens qui lisent Peter Pan ont tendance à dire qu'ils l'aiment vraiment beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé. Maintenant est-ce qu'il dépasserait les 3 petits cochons? Je suis pas sûre. Pour Peter Pan en fait, on suit une femme qui a ses 3 enfants qui disparaissent. Et elle trouve ça hyper bizarre et fait appel du coup à un ancien détective, enfin un ancien policier qui est actuellement détective ou quelque chose comme ça en tout cas de semblable, qui est un Crochet, référence au capitaine Crochet. Et lui en fait va mener l'enquête pour savoir où sont les enfants et je vais pas vous spoiler plus que ça l'histoire puisque j'ai pas fait de script donc je sais pas si je vous spoil ou pas, mais il va devoir du coup retrouver les enfants. Ce que j'ai énormément aimé et qui m'a beaucoup surprise, c'est
la fin, je m'y attendais pas. Genre quand j'ai terminé le livre, je vous mens pas, quand j'ai terminé le livre, j'ai réfléchi pendant bien 2 heures après. J'ai terminé, c'était 22 h, je crois, je me suis couchée dans mon lit, j'étais en mode genre waouh, genre vraiment la fin elle est incroyable. Et je comprends pourquoi les gens l'ont autant aimé. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Par contre il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que pour les contes interdits, si jamais vous avez suivi ma première vidéo sur les contes interdits, 3 petits cochons Cendrillon comme je vous dis depuis tout à l'heure, je vous ai parlé notamment d'une énorme polémique qu'il y a eu sur Hansel et Gretel qui concerne Yvan Godbout, j'ai dit Godbout tout le temps mais c'est Godbout, qui a été carrément en procès pour son livre étant donné qu'il y décrit un viol d'une fillette, je crois, il me semble c'est quelque chose comme ça. On va pas revenir sur est-ce que oui ou non le procès était justifié, chacun a son avis sur le sujet, mais je comprends pas parce que il y a des viols d'enfants aussi dans Peter Pan et il n'a pas eu de procès, donc soit on fait des procès à tout le monde, soit on en fait à personne, j'estime en tout cas. Mais j'ai beaucoup aimé. Trigger warning, violence animale, il y a un passage, je m'y attendais pas, il y a un passage aussi comme ça dans le livre de la jungle, violence animale, j'ai oublié de le dire, mais là, oh mon dieu, je m'y attendais pas. Ouais, violence animale, faut vraiment que je pense à vous le dire dans la vidéo, violence animale, j'aime pas ça. Mais l'histoire était trop bien, et voilà, pour les contes interdits dans la globalité, vous voyez que j'aime bien. On a beaucoup d'autres à lire, mais là je fais une pause parce que sinon mentalement je vais me flinguer. Mais vraiment très bien, c'est des lectures très adultes, très... voilà, j'aime beaucoup, et j'ai pas été déçue, outre peut-être Cendrillon qui est celui que j'ai le moins aimé des 3, mais les autres étaient très cool. On passe au roman pocket, il y en a beaucoup. Je vais commencer avec Rien ne t'efface de Michel Bussy. Ah, quand j'ai repris la lecture en début d'année, j'ai demandé un petit peu des petites indications et c'est vrai que dans les auteurs dont j'entendais le plus parler, il y avait Guillaume Musso, il y avait Michel Bussy. C'est vraiment des auteurs dont on entend beaucoup parler. Du coup je me suis dit mais je vais prendre un livre de Michel Bussy. Lequel pourrais-je prendre? Bah, Rien ne t'efface, écoute. Et je me suis rendu compte déjà que me semble que j'ai vu une série sur ce livre. Alors j'arrive pas à retrouver, j'arrive vraiment pas à retrouver, j'ai cherché de toute façon, je n'ai pas trouvé, ok. Grossièrement c'est l'histoire d'une femme qui va à la plage avec son enfant, elle a l'habitude d'y aller tous les matins. En fait elle l'amène à la plage, ils vont chercher le pain, il va à l'école, elle rentre chez elle, enfin bref, une routine quoi, où elle va à la plage tout le temps. En fait un jour, elle envoie son enfant chercher du pain et il ne revient pas en fait, donc elle estime qu'il a été enlevé. Et je crois que c'est 7 ou 14 ans plus tard, elle revient sur cette plage là et elle trouve un enfant qui lui ressemble énormément à l'âge où il a disparu et elle se demande comment c'est possible et elle va commencer du coup à voir pourquoi, elle essaie de réfléchir et tout. J'ai pas aimé. Là on est carrément sur du j'ai pas aimé pour le coup. J'ai subi cette lecture, je l'ai lu cet été. C'était long, c'était pas intéressant. La personnage principale, je l'ai trouvée folle au possible. J'ai pas aimé du tout. Comme je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas eu de feeling pour ce livre-là. Je l'ai subi, il a fallu que je le lise. En plus de ça, il me semble que c'est celui-là où la lecture, il y a beaucoup de livres pocket chez qui ça arrive. L'encre bave et je déteste ça. Donc quand j'étais en train de lire le livre, il s'effaçait. C'était comme laissez-moi, genre vous pouvez pas me laisser lire, genre vous l'effacez le livre. Et j'ai pas eu de feeling avec ce livre-là, donc je vous le recommande pas. Du coup, ça m'a refroidi avec Michel Bussy. Je me suis dit, je sais pas si j'aime la façon dont il écrit. Pas que je reteste avec un autre livre. Donc si vous avez lu un Michel Bussy que vous me conseillez, mettez-le dans les commentaires, je le lirai. Mais j'ai pas aimé. Ensuite, et si les chats disparaissaient du monde? On s'est jamais posé la question, mais vraiment, et si les chats disparaissaient du monde? Je disparais avec eux. C'est un livre donc du coup qui est de la littérature japonaise qui a été transcrit en français. Tout simplement l'histoire d'un homme qui doit mourir de base. Il est condamné à la mort pour je ne sais quelle raison, sûrement une maladie ou je me rappelle plus. Et en fait, la faucheuse vient le voir et lui dit mon petit ami, je te propose un deal, tu gagnes des jours de vie en fonction de trucs que tu effaces sur la planète. Si tu veux effacer, je ne sais pas, moi par exemple, les Crocs, tu peux, et tu devrais. Si tu veux effacer le cinéma, tu peux. Jusqu'au moment où en fait la faucheuse lui dit tu choisis des trucs très simples quand même, efface les chats. Et là l'auteur il est en mode genre bah non. Et du coup on suit un petit peu son aventure comme ça, qu'est-ce qu'il efface, qu'est-ce que ça change à sa vie du coup quand il efface des trucs. Et on se rend compte que même le plus petit truc qui existe sur la planète a un impact si on venait à l'effacer sur la vie de tout le monde en fait au final. Donc très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit en général quand il y a un chat sur la couverture ou quand ça parle de chat, ça m'intrigue donc forcément c'est pour ça que je l'ai pris. Mais la lecture était hyper agréable, c'est un livre qui était très rapide à lire et j'ai beaucoup aimé. Je sais pas s'il est hyper ancien comme livre mais j'ai pas eu l'impression en tout cas qu'il l'était, 2019 donc non. Mais vraiment j'ai kiffé. Celui-ci j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Évidemment, qu'est-ce que ma vie si je ne lis pas au moins un Musso? J'ai lu La fille de papier de Guillaume Musso cet été également. C'est un auteur qui écrit un livre, commence à écrire un livre mais il a une panne. Genre il a une panne d'écriture, il arrive plus du tout à écrire et du jour au lendemain il y a un de ses personnages qui sort de son livre et qui lui dit mon gars,
va falloir écrire là parce que genre moi je veux retourner dans mon livre et je veux surtout que l'histoire avance parce que je suis quand même le personnage principal de ton livre et là ça s'est arrêté sur quelque chose qui me plaît pas. Et donc la fille va essayer de le motiver pour qu'il reprenne la lecture, etc. C'est un livre qui était très très bien. Par contre du coup c'est mon troisième Musso, j'en ai lu deux que je vous ai présenté dans la première vidéo. Et ce qui revenait beaucoup de Guillaume Musso, je vous avais dit, c'était le fait que l'écriture est relativement toujours pareille, que les histoires se ressemblent beaucoup. Et c'est vrai que je vous avais dit c'est pas le cas, c'est vraiment hyper différent et c'est vrai, je continue à dire que c'est différent. Mais je pense que j'ai compris pourquoi les gens disent ça. Guillaume Musso à travers ses livres essaye toujours de nous donner une impression que ça va être du fantastique et au final il y a toujours une explication logique à ses livres. Il part toujours dans une direction littéraire hyper qui laisse sous-entendre que c'est pas normal, ok, c'est pas des trucs qui pourraient arriver dans la vraie vie. Et après il nous met tout à bout et il nous fait comprendre qu'en fait si, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est pas du fantastique. Donc c'est de l'écriture qui est très posée. Donc j'ai bien aimé. Ça reste, je pense, pas un de mes préférés parce que je t'aime est littéralement mon préféré, vous savez. Voilà, j'ai bien aimé, c'était une lecture qui était agréable, qui était cool. J'en attendais pas moins de Guillaume Musso que j'aime beaucoup, mais pas spécialement hyper surprise et émerveillée par ce livre là en tout cas. On va passer à du Lisa Gardner que j'ai découvert cet été tout simplement par hasard. Alors j'avais plus de livres à lire, j'avais pris 7 livres à lire cet été ou 5 je crois, et en fait j'en avais plus à lire et on est allé dans un Airbnb d'un ami à mes grands-parents. À chaque fois qu'ils y vont ils laissent des livres à mes grands-parents et du coup ils avaient laissé ceux-là donc je les ai lus. Ils les avaient laissés je crois au mois d'avril et moi je les ai lus du coup au mois de juillet. On a pour commencer Sauver sa peau, sur l'histoire d'une jeune femme qui tout au long de sa vie a été obligée de changer de prénom. En fait sa famille l'a toujours fait changer de prénom, l'a fait changer de lieu, elle a toujours déménagé et elle a toujours été obligée de se refaire des amis et se recréer en fait finalement une vie. Et elle a jamais su trop pourquoi jusqu'au jour où en fait à la télé elle se rend compte qu'il y a un corps, enfin des corps qui ont été découverts dans une sorte de grotte souterraine. Parmi les victimes il y a une personne qui portait un bracelet avec son nom et son prénom à elle, enfin en tout cas un dont elle se souvient. Et elle comprend pas trop, donc comme c'est 20 ans plus tard évidemment elle cherche à comprendre. C'est un thriller policier et franchement il était hyper intéressant. Je crois que c'est là qu'on retrouve Didi. Je voulais venir à Didi. Didi est un personnage très récurrent de Lisa Gardner, hein. Il se retrouve dans beaucoup de livres. J'aime pas Didi. Le personnage, je le supporte pas. L'histoire était quand même intéressante. J'aime pas Didi, donc ça a été compliqué. Si j'ai pas répété Didi au moins 20 fois dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est un personnage dont j'ai du mal à accrocher, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est pas mon préféré, on va y venir. Mais l'histoire était hyper intrigante. Enfin, quand vous lisez en tout cas le descriptif, ça vous donne trop envie de le lire. Je sais pas vous. Moi, ça m'a donné trop envie de le lire. Ça m'a beaucoup intriguée. Il y a quelqu'un qui porte son nom alors que la personne est morte. Genre, et pourquoi 20 ans après on trouve ça? Et l'histoire, elle est hyper cohérente, évidemment, mais j'ai trop aimé. Franchement, Lisa Gardner ça a été vraiment une très bonne surprise. J'en ai un autre à lire, je lirai après ma lecture actuelle, mais très 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 intéressante. Toujours à Lisa Gardner, c'est Les Morsures du passé. C'est le deuxième que j'ai lu, celui-ci. On arrive en fait, il n'y a pas Didi cette fois je crois. Il y a encore Didi. On arrive en fait sur une scène de crime où il y a 4 corps qui sont retrouvés, 5, et il y a 6 assiettes. Comment se fait? Forcément, on pense directement que la personne qui n'est pas là est forcément le coupable, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que la personne est juste ailleurs? Vous avez 4 heures. J'ai bien aimé, ça reste pareil, un thriller policier qui était agréable à lire. Je pense que j'ai préféré celui-ci à l'autre. Pour classer Lisa Gardner c'est très dur hein, parce que franchement elle écrit hyper bien. Donc hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé, c'était un bon thriller. Et mon préféré, qui ne m'échappera pas, c'est le premier que j'ai lu parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime, c'est pointilleux. Je suis fascinée, pas de manière morbide, ok, comme vraiment par la psychologie des tueurs de masse. Okay, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de comprendre le fonctionnement, de pourquoi, comment, etc. Je vous parlerai d'un autre livre après. C'est pas une fascination morbide mais plus sur la psychologie de ce qui se passe, etc. Et ça parle d'une fusillade en milieu scolaire. En fait on a une fusillade, la police est appelée et en fait ils se rendent compte que l'auteur de la fusillade c'est le fils du shérif. Sauf qu'il y a plein de trucs qui concordent pas, des gens qui ont été tués à une certaine hauteur et tout, et l'enfant est petit et la personne a été tuée en haut et tout, bref. Il y a plein de trucs qui vont pas et donc du coup on suit cette histoire-ci. Il y a pas Didi, j'ai vraiment beaucoup aimé. La technologie de toute façon de base m'intéresse, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc forcément c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, beaucoup très intéressant et je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment un livre qui se déroule hyper bien, hyper clean, qui se lit très rapidement et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre là, qui est pour l'instant mon préféré de Lisa Gardner. On passe sur un truc un peu plus doux. C'est le livre Une chance sur un milliard de Gilles Le Gardinier. Regardez-moi cette couverture, à quel point elle est belle. Je l'ai pris pour la couverture, ok. Et en fait, on a un personnage masculin qui apprend du jour au lendemain qu'il a une maladie incurable, une chance sur un milliard, je crois, de s'en sortir. Qu'est-ce que vous feriez si jamais vous aviez que quelques temps à vivre? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et lui, c'est vrai que du coup, on le suit dans ce qu'il aurait voulu faire dans sa vie. Donc c'est en fait vraiment, il vit sa vie en accéléré et il va
parler à des gens à qui il n'aurait pas pensé reparler, il va se retrouver dans des situations où il n'aurait pas pensé se retrouver et c'est hyper intéressant et c'était un livre qui était très touchant. Je vous en ai parlé récemment, vous le savez, vous connaissez trop ma vie. J'ai une rupture compliquée en juin, blablabla, blablabla. Lui-même me déçoit toujours, je suis une personne trop gentille et du coup je me suis replongée dans la lecture et en fait au moment de ma vie où j'étais pas très bien, ce livre a eu un impact émotionnel sur moi, m'a fait prendre conscience qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus graves. De toute façon 2022 m'a fait comprendre qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus graves qu'une rupture. Et ce genre de livre là, c'est des slice of life, donc c'est des trucs qui vous font comprendre justement ça. Et j'aime beaucoup. Je suis actuellement en train de lire un Gilles Le Gardinier. Et c'est un auteur de slice of life que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il prend des situations assez banales au final, puisqu'il y a beaucoup de gens sur la planète qui sont atteints de maladies justement destructrices, etc. Et il en fait des histoires hyper touchantes et voilà, j'ai beaucoup aimé et ça a été un très bon livre. C'est mon livre préféré que j'ai lu cet été, je crois. Oh, je vais terminer par un coup de cœur, ok, comme j'ai lu Les Grands Psychopathes, et comme ça je l'avais trouvé chez Nos celui-ci. Encore une fois, j'aime beaucoup la criminologie, ça m'intéresse beaucoup, je suis une adepte de true crime, vous le savez peut-être, mais j'adore ça. Et du coup j'avais trouvé ce livre chez Nos qui parle en fait tout simplement des tueurs les plus connus. On a beaucoup de tueurs très connus, on a Ed Kemper, on a Jerry Boudos, on a Fritz Harman, il y en a beaucoup, genre vraiment. Et en fait ce qui est cool c'est que le livre est scindé en différentes parties. On passe des parties hyper vieilles, Elisabeth Bathory qui était une empoisonneuse d'hommes, donc voilà, c'est hyper vieux. Ensuite on passe en même temps par Joseph Vacher qui était juste horrible, il décapitait les gens, enfin c'était vraiment hyper intéressant. Et ensuite on en vient à des qui sont beaucoup plus connus comme Ed Kemper par exemple qui est très connu. Je sais pas si il y a John Wayne Gacy aussi, pareil hyper connu, je crois qu'il y a Jeffrey Dahmer, je pense, Ted Bundy, enfin c'est vraiment des trucs hyper la base des psychopathes qui ont pu exister et c'est hyper intéressant. On y décrit les crimes à l'intérieur mais également la psychologie du tueur, ce qui fait que vous en apprenez beaucoup, même si je me nourris beaucoup de vidéos de true crime, forcément des fois tu mélanges un peu les affaires et c'était trop intéressant. Donc si vous aimez tout ce qui est criminologie, true crime en général, celui-ci est très bien et vous en apprenez beaucoup malgré tout, malgré le fait que si jamais vous êtes comme moi et que vous consommez beaucoup ce genre de contenu là, bah vous apprendrez quand même des trucs, c'est pas redondant quoi. Et dernier livre pocket, on va parler du tome 1 de La Faucheuse. C'est un livre qui m'a été conseillé, non, qui a été conseillé par Kenya Off, je crois qu'elle s'appelle il me semble. Elle l'avait envoyé sur TikTok et je l'ai suivi sur Instagram, elle a des recommandations de fou. Elle recommandait du coup La Faucheuse qui est en fait une trilogie, j'ai lu que le tome 1 mais j'ai les 3 tomes. Comment vous dire à quel point ce livre est trop bien. Donc on est en fait dans un monde dystopique donc où la mort est plus présente et donc du coup en fait c'est des gens qui doivent aller faucher des personnes. Comment ça se calcule, vous le découvrez dans le livre et étant donné qu'ils viennent prendre des gens, ils accordent de l'immunité aux familles des gens qui acceptent d'être tués. Donc par exemple, bonjour Estelle, je viens te tuer, je suis la faucheuse. Oh oui, génial, c'est trop cool. J'accorde l'immunité à ta famille pendant que je te prends la vie. C'est censé être comme ça. L'immunité dure 1 an, il me semble. Trop bien, lisez-le vraiment. Et j'étais en train, enfin quand je lisais, je me disais mais genre waouh, en série Netflix ça serait incroyable. Il y a des personnages en plus, je les imagine trop, genre je me dis waouh, faut faire ça. Et comme j'ai beaucoup aimé le tome 1 mais c'est le plus fin des 3, j'ai peur de lire les autres parce qu'ils sont genre vraiment épais, mais j'ai trop aimé. Et c'est un best-seller, c'est pas pour rien, franchement incroyable. Je vous ai donné un coup de pied en prenant mes livres, je suis désolée. On va terminer du coup avec les romans, les gros livres là qui sont bien charnus. Et j'en ai que 4, mais c'est déjà beaucoup. Je vais commencer par le livre dont je vous parlais tout à l'heure, enfin dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est Columbine, comment mon fils a-t-il pu tuer. Donc vous voyez qu'il y a un marque-page parce que ma mère est en train de le lire. Ce livre a été écrit par Sue Klebold, qui est la mère de Dylan Klebold, qui est un des 2 assaillants de Columbine. Ah, sur un livre très gay, hein, franchement, mais par contre, qu'est-ce qu'il est intéressant. Évidemment, je pense que c'est important quand même de le préciser. Il faut se rappeler que Dylan Klebold est un tueur, qu'il a tué des gens, que des gens sont morts à cause de lui, que des gens le prennent en idole, mais que c'est pas quelqu'un qu'il faut idolâtrer. Mais il faut aussi comprendre que c'est quelque chose que personnellement je pense. Les familles ne sont pas responsables de ce que leurs enfants font. Et à travers ce livre-là, en fait, on a le point de vue de la mère qui est, je trouve, un point de vue qui est hyper rare. En règle générale, on a souvent des points de vue, par exemple, des amis d'école,
on a des points de vue de gens qui ont pu le côtoyer au travail. On a très rarement les points de vue des parents qui sont des victimes collatérales concrètement, puisqu'en fait malheureusement pour Columbine vous savez que c'est une très grosse affaire qui a pris énormément d'ampleur, qui est normal hein, parce que c'est vraiment un truc de fou, mais les familles ont été forcément entachées beaucoup par cet acte là alors qu'elles sont pas nécessairement responsables, et d'autant la mère a beaucoup été remise en question, surtout son éducation, l'éducation qu'elle a donnée à son fils, parce qu'on a souvent tendance, enfin le peuple a souvent tendance à faire l'amalgame entre les actes des enfants et les actes des parents, et l'éducation n'est pas pour tout. Enfin vous éduquez un enfant, après il est maître de ce qu'il fait, et malheureusement très souvent dès qu'il y a des trucs qui se passent comme ça, on dit oui mais c'est parce qu'il avait pas d'éducation, les parents ont failli à leurs tâches, etc. Et Sue Klebold parle justement de ça, elle parle de la façon dont elle a vécu le drame, mais aussi tout le parcours de reconstruction qu'il y a derrière. On a vraiment une partie où elle parle de comment elle a découvert ce qui s'était passé, qu'elle était au travail, que du coup on l'a appelée, elle pensait que son enfant était une victime de la fusillade alors qu'en fait c'était le bourreau, de toute l'étape qu'il y a eu derrière, quand elle sortait, qu'elle était obligée d'aller chez le coiffeur et qu'elle était obligée carrément de réserver des plages horaires parce que c'était hyper intrusif sinon, enfin elle parle vraiment de son deuil à elle pour son enfant et de toute la reconstruction qu'il y a derrière, et malheureusement on sent dans le livre que c'est quelqu'un qui a été brisé par la situation. Évidemment les familles des victimes ont été brisées aussi, mais pour moi, à titre personnel, de la façon dont moi j'interprète les choses et chacun a son avis dessus, les parents des assaillants de Columbine sont également des victimes. Voilà. Donc un livre hyper intéressant. Par contre, je vous préviens, c'est un livre qui est très compliqué à trouver. Moi je l'avais trouvé à 5 € parce que quelqu'un le vendait à 5 € sur Vinted, mais en règle générale il tourne autour des 40 € parce que les gens pensent que c'est un item hyper rare. Mais j'aime vraiment beaucoup ce livre, il m'a beaucoup touchée parce que, comme je vous dis, c'est un point de vue qu'on n'a pas très souvent. C'est un point de vue qui est hyper pur, et elle écrit en fait, c'est vraiment, on a à l'intérieur de ce livre le journal intime de cette femme qui décrit ses humeurs, qui décrit à quel point sa vie a été chaotique après ça, comment en fait elle est passée d'une vie hyper banale à une vie de désastre au possible, désastreuse, mais c'est effarant. Beaucoup d'empathie pour cette femme-là, pas pour son fils. Vraiment, même après avoir lu ça, oui, on y décèle des choses où on se dit, oui, effectivement, peut-être que ça a joué, mais j'ai pas d'empathie pour les tueurs. Et pour sa mère, par contre, j'en ai beaucoup. Et j'espère que cette femme réussit à se reconstruire, même si je doute fortement qu'elle puisse se reconstruire après ce qu'elle a vécu. Mais très intéressant. Si jamais, comme je vous dis, vous êtes intéressé par la criminologie, ou lisez-le si vous avez la possibilité. Il est très bien, il fait 500 pages. Même ma mère l'a beaucoup aimé, elle est sur la fin, elle est à page 355 sur 400 et quelques, elle a beaucoup aimé. Donc je vous le recommande évidemment. On va passer à Hades et Perséphone. J'ai acheté le tome 2 et j'ai acheté le tome 3. Oh là là, je vais commencer par le tome 2 que j'ai lu cet été. J'ai bien aimé. Contrairement au tome 1 que j'ai grave kiffé, comme c'était vraiment une dinguerie, le tome 2 j'ai un peu moins apprécié parce que vous allez comprendre, il est très spicy. Genre, vous avez en fait derrière les livres, en tout cas chez Hugo Roman c'est comme ça, le degré de spicy, ok, comme. Et là c'est 2. Et là c'est 3. Le 3 est doré. Donc, vous comprenez un petit peu. Donc, dans le tome 2, en fait, on suit toujours Hadès et Perséphone, on développe un petit peu leur relation, etc. Je vais pas trop m'étendre sur ça parce que, étant donné qu'il y a 3 tomes, je sais pas, j'ai pas envie de spoil, donc je vais être hyper évasive, mais ça reste sur Hadès et Perséphone, développement de leur relation, etc. Le tome 2 a beaucoup plus de spicy que le tome 1, c'est vraiment très spicy, mais l'histoire est trop intéressante. Pour le tome 2, j'ai vraiment adoré. L'histoire, elle développe hyper bien, puis c'est de la fantasy new romance, j'aime vraiment beaucoup. J'aime Hadès et Perséphone, j'aime Perséphone du plus profond de mon cœur, elle me gave des fois, j'ai envie de la secouer, de la défoncer, mais je l'aime, j'aime, elle est touchante. Et le tome 3 par contre, oh mon dieu, j'ai été déçue. J'ai pas détesté ce tome. J'ai un cheveu dans l'œil. J'ai pas détesté ce tome parce que ça reste Hadès et Perséphone et que, comme je vous dis, j'aime beaucoup l'histoire. Mais alors, c'est bon, on a compris là que il y avait du tchouk-tchouk, il faut arrêter de tchouk-tchouker tout le temps. Genre c'est littéralement que ça. Genre combien fait, attendez, combien fait les pages? 521 pages. Il y a 300 pages où il y a du tchouk-tchouk. Moi je veux savoir ce qui se passe quand les gens meurent. Je veux savoir où Hadès les envoie, je veux savoir ce qui se passe. Et Perséphone, je veux qu'elle glow up dans son métier. Je veux que s'ils veulent faire un bébé, faites un bébé. Vous pouvez pas normalement, mais faites un bébé, faites ce que vous voulez. Mais avancez dans l'histoire, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps
temps de lire du tchouk tchouk, on veut lire l'histoire. Un peu déçue de ça, que j'en reste vraiment ça tout le temps et que ça avance pas dans l'histoire. Mais après sinon j'ai beaucoup aimé quand même, j'aime ADC Perséphone. Le tome 4, je sais pas s'il sortira, il s'appelle ADC Perséphone A Touch of Chaos. Et après il y a 3 tomes sur Hades, je sais pas si on les aura en France. Et dernier livre, c'est une recommandation de ma copine Clarisse. C'est Un sorcier noir et éternel. Ce livre, c'est si compliqué. J'ai commencé ce livre début octobre. Si jamais vous avez pas suivi ma vie et que vous tombez sur cette vidéo aussi par hasard, début octobre mon chat est tombé malade, enfin il est tombé malade en septembre quand même. Début octobre il est décédé, donc il est décédé le 13, c'est le 13, le 11, enfin, dans ces zones là, je me rappelle pas, c'est flou, il me manque beaucoup. Et en fait j'avais commencé à lire Un sorcier noir et éternel et waouh, j'ai galéré à reprendre, genre je pleurais toute la journée donc j'avais pas le temps de lire, j'avais le temps de rien, je pleurais, j'avais le temps de pleurer, d'essuyer mes larmes, de pleurer, d'essuyer mes larmes, de me rouler en boule dans mon lit, mais j'avais pas le temps de lire donc du coup j'ai été obligée de le reprendre au début, mais une fois que je l'ai repris et que je me suis remis dedans, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait on est sur un personnage féminin qui a un handicap à la jambe qui fait que du coup elle peut pas se mouvoir hyper bien et un jour elle accompagne son frère pour je sais pas trop ce qu'il fait, son frère il fait des dingueries et devant un bar elle voit une jeune femme qui se fait enlever par un homme, donc elle y va, elle la défend forcément et en fait du coup le mec au lieu d'enlever la femme qu'il est en train d'enlever, il l'enlève à elle et elle se retrouve en fait dans un monde où elle arrive à être dans un château, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, et elle rencontre du coup un prince qui s'appelle Ren et qui va lui expliquer un petit peu tout ce qui se passe, etc. Que il y a chaque automne, je crois que c'est un monstre qui vient et qui dézingue tout le monde et que il a besoin d'elle en fait pour l'aider à faire que ça ne se passe pas cette année-là en tout cas. Hyper intéressant, c'est de la fantasy fantastique, c'est du young adult, c'est très très bien, c'est du slow burn, j'adore le slow burn, je me suis rendu compte de ça, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est le premier tome d'une trilogie, j'ai acheté le tome 2 qui s'appelle Un cœur si loyal et solitaire et le tome 3 je sais plus comment il s'appelle, il est en précommande, il sort en mars je crois. J'ai beaucoup aimé, c'est des personnages qui sont hyper attachants, pareil, oh là là, la personnage féminine me gonfle, j'ai envie de la frapper. Il y a des moments où vraiment les personnages sont tellement insupportables, heureusement qu'ils ne sont pas là dans la vraie vie, on se battrait tout le temps sinon. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est des histoires qui sont hyper intéressantes, j'aime beaucoup le fantastic fantasy, je m'en suis rendu compte principalement grâce à ce livre, je le trouve hyper bien, c'est un pavé quand même, hein. Il fait 691 pages donc il est très très gros, mais j'ai vraiment kiffé et encore merci 1000 fois Clarisse de me l'avoir conseillé parce que je pense que sans elle je ne l'aurais pas acheté et je serais passée à côté de quelque chose parce qu'il était quand même vraiment très bien. Voilà, écoutez, j'ai terminé de vous présenter tous mes livres, je vais pouvoir ranger ma bibliothèque et du coup ça veut aussi dire que je vais pouvoir faire un tri dans ma bibliothèque. J'avais prévu de le faire, j'attendais juste de vous faire cette vidéo-ci, en fait pouvoir dégager les livres que j'ai pas aimés notamment, ou les livres que j'ai aimés mais sans plus, ou même les livres que j'ai aimés mais que voilà je vais pas m'en resservir. Évidemment les ADC Perséphone et tout je vais les garder, sont hyper beaux, mais ça va me permettre de pouvoir faire de la place pour accueillir de nouveaux livres puisque je reste toujours une acheteuse de livres, malgré moi. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez remarqué que j'ai pas reçu Rooster Fighter 4 du coup pendant le film, je pensais le recevoir mais peut-être cet après-midi du coup. J'ai besoin de vous, juste je vous pose une question avant de partir et je vous laisserai répondre dans les commentaires. J'aimerais savoir pour du coup l'année 2023, évidemment je vais continuer ce genre de vidéo là, est-ce que ça serait pas plus judicieux de le faire plus fréquemment? J'avais pensé faire ce genre de vidéo là une fois tous les 3 mois au lieu de tous les 6 mois parce que ça me fait sinon présenter beaucoup de livres d'un coup et il y en a plein sur lesquels je me rappelle pas trop où j'ai été hyper évasive, vous l'avez vu de toute façon, où je sais globalement si j'ai aimé ou pas. Mais est-ce que du coup tous les 3 mois ça vous plairait ce genre de vidéo là où je vous dis en fait ce que j'ai pensé de mes lectures? Voilà, donc je vous laisse répondre en commentaire évidemment. Merci à ceux qui le feront. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.